pour cette table ronde donc, sur les défis économiques et technologiques. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu ici une introduction passionnante et surtout un exemple de ce programme assez fantastique qui doit faire rêver plus d'un sur ce qui se prépare en Grande-Bretagne et qui est déjà extrêmement avancé du point de vue pilote. Alors, pour en parler avec nous, Jean-François Deleuze, vous êtes directeur du Centre national de génotypage, qui est un centre notamment rattaché au CEA, et vous êtes directeur scientifique du centre. C'est toujours le cas, je ne dis pas de bêtises. Vous regardiez bizarrement, je dis Centre d'études du polymorphisme humain, qui était fondé par un prix Nobel, Jean Dosset, un regretté Jean Dosset. Et donc, vous travaillez depuis de très longues années sur ces questions de génétique. Patrick Johnson, vous êtes vice-président en recherche et développement de Dassault Systèmes et vous travaillez depuis longtemps aussi sur les solutions, après le séquençage, on en parlait, solutions d'analyse post-génome pour pouvoir en faire quelque chose d'exploitable. Bernard Courtieux, vous êtes PDG d'Integragen, qui est une société qui a une quinzaine d'années aujourd'hui et qui également travaille sur des solutions qui sont en situation déjà d'exploitation pilote dans certains centres, dont Gustave Roussy, on en parlait tout à l'heure. Et puis, pour terminer, eh bien, Pierre-Laurent Puig, vous êtes le clinicien de cette table ronde, parce que finalement, on a 3 spécialistes des technologies, et il faut bien qu'à un moment donné, ce qui a été soulevé plusieurs fois, vous puissiez être en bout de parcours en tant que clinicien, médecin, donc vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier, PUPH, à l'hôpital européen Georges Pompidou, biochimiste, chercheur, spécialiste des cancers colorectaux, et vous êtes également dans une UMR de médecine personnalisée, donc on ne peut pas rêver mieux, à l'université Paris 5. Et vous êtes là pour essayer de trouver les moyens d'interpréter au mieux, avec les outils mis à disposition, finalement, toutes ces données issues du génome. Alors Jean-François Deleuze, on va commencer avec vous, puisque vous êtes un petit peu le pendant de John Chisholm en France, puisque vous êtes le patron du Centre national de génotypage et que vous avez des puissances de séquençage extraordinaires, une des plus importantes d'Europe, on peut le dire modestement. Et vous travaillez aujourd'hui à trouver les meilleurs moyens, les outils, pour pouvoir séquencer le plus de données possible et le plus vite possible. D'abord, bonsoir à tous, bonjour à tous. Oui, absolument. Donc, mais je vais profiter du fait que vous m'avez donné le micro. Bon, je voudrais juste faire un petit point. J'ai pas voulu en parler tout à l'heure. Et ce matin, quand même, j'ai eu l'impression qu'on parlait de la médecine personnalisée comme la médecine de demain. Je voudrais juste faire effectivement peut-être un petit rappel que c'était besoin d'aujourd'hui et qu'on est en train de parler de médecine préventive, mais que les meilleures molécules aujourd'hui qui sont sur le marché, et je parle sous le couvert des gens qui sont du monde pharmaceutique, ne traitent que 50% des patients. Les effets secondaires des médicaments, c'est la 5e cause de maladie aux États-Unis. Et il y a énormément de maladies qui n'ont même pas de gènes identifiés. Donc le besoin qu'on a, ce n'est pas juste une médecine de confort et de sécurité pour demain, pour être mieux. C'est une réalité d'aujourd'hui et énormément de gens ne sont pas traités. Donc je pense que ce n'était pas pour moi très clair ce matin. On parlait du futur comme si c'était un plus, alors que c'est vraiment un besoin très actuel. Et ce que nous offre la génomique, parce que bon, c'est mon secteur et je ne parlais que de ça, offre effectivement des perspectives pour... On a vu ce matin le professeur d'infectieux qui parlait effectivement des maladies négligées. Il y en a quand même une trentaine dans le monde aujourd'hui pour lesquelles on n'a même pas de gènes. Donc là, la personnalisation consisterait tout simplement à mettre un mécanisme sur la maladie. On n'est même pas en train de parler d'affiner le médicament, c'est juste d'essayer de comprendre comment ça passe. Alors effectivement, je voudrais dire effectivement, alors toute proportion gardée et avec beaucoup de respect pour le projet anglais, qu'on fait quand même des choses en France, même si effectivement on a peut-être besoin de booster notre Premier ministre qui a bougé, puisque c'est sous son égide qu'effectivement on a cette réflexion aujourd'hui qui vous a présenté. Donc là quand même, je fais plus de l'advertisement un peu publicitaire, mais en fait on a quand même un centre génomique qui est dans un institut de génomique, au CEA, qui est basé à Évry, dans la Génopole, qui est le bébé de Bernard Barateau et de Pierre Tambourin. Au passage, pour la petite histoire, Bernard Barateau a créé tout ce qu'il a créé, vous devez l'avoir connu parce que c'était le Téléthon le week-end dernier, mais c'est aussi parce qu'il avait un enfant malade. Alors effectivement, il avait un enfant myopathe et tout ce qui se fait en génétique aujourd'hui en France, c'est grâce à Bernard Barateau qui, il y a 30 ans, n'a pas laissé les choses comme elles étaient. Il s'est dit, je refuse effectivement de penser que la science a des limites et je lève des montagnes. Il a levé des montagnes. Donc ça peut être effectivement un moteur extrêmement important, effectivement, et chacun le sien. Donc en France, grâce à tout ça, on a aujourd'hui un centre de génomique, c'est peut-être pas très connu pour tout le monde, extrêmement compétitif. Je crois que notre orateur précédent a parlé de 16 machines. On en a aussi quelques-unes, on n'a pas 16 du même type, on en a reçu 5 récemment, donc on est effectivement, en termes de capacité, le deuxième centre en Europe. Et on n'a pas 10 000 génomes, on a fait plus de 10 000 exos, mais on a effectivement des capacités de whole genome et on est en train de monter à l'échelle. Et on est capable aujourd'hui dans ces centres-là, donc la France est quand même dotée d'outils technologiques nationaux et pertinents, et on a une capacité aujourd'hui de générer 30 génomes humains complets par jour.
Donc c'est quand même une capacité qui... Alors ça c'est très récent, hein, ça date de quelques semaines, ce n'était pas le cas il y a quelques semaines, et c'est grâce au réseau justement de la Génopole, du CEA, d'initiatives effectivement du Grand Emprunt, donc du ministère et du gouvernement, qu'on a été capable de s'équiper de ces machines. Donc ça fait à peu près 10 000 par an. Ça fait 9 000 par an pour être précis, donc ça fait entre 27 et 28 whole génomes par jour. À des prix extrêmement compétitifs, parce qu'effectivement la génomique c'est quelque chose qui... c'est quoi le prix maintenant compétitif alors? Si on parle de consommables, hein, moi je suis comme je vais effectivement au supermarché, voilà, c'est le prix d'un génome aujourd'hui, on va dire que c'est aux alentours de 1 000 €. Alors après ça peut être entre 1 000 et 2 000 selon qu'on fait. Je parle pas d'analyse, hein, je parle de la génération d'un génome brut. Génome brut avant analyse. Voilà, un génome brut avant analyse, effectivement, et d'ailleurs c'était le gold standard que cherchaient les sociétés comme Illumina. D'ailleurs c'était un graal hein, d'arriver au génome à 1 000 €. Et de toute façon, pour qu'il se fasse effectivement dans le futur à grande échelle, il faudra qu'il soit en dessous de 1 000 €. On ne fera pas du séquençage de population massive, et on parle de centaines de milliers de génomes si le séquençage ne baisse pas en prix. Donc on a ces capacités. Donc mon premier message, c'est la France a des capacités compétitives aujourd'hui de recherche en génomique humaine, et à travers laquelle, effectivement, il y a quand même de nombreuses découvertes majeures qui ont été faites hein, dans les maladies neurodégénératives, Alzheimer et autres, et dans les maladies rares. Et aujourd'hui, par exemple, l'analyse d'exomes, si on veut essayer de voir une application directe de ce que la génomique permet de faire, ça permet de faire du diagnostic quand vous avez un enfant avec une maladie rare. Et ben dans à peu près 35 à 40% des cas, une analyse génomique va être capable effectivement de trouver l'altération génétique qui est responsable de sa pathologie, et donc effectivement de préciser, d'éviter l'errance diagnostique et de peut-être effectivement l'orienter vers un traitement. L'Institut Imagine, par exemple, à l'hôpital Necker à Paris, l'Institut Imagine Hôpital Necker procède typiquement ce type d'analyse voilà, à peu près absolument. 30% de résultats concluants. Donc, mais, alors ça c'est le côté très positif, donc on a effectivement des capacités génomiques, donc on n'est pas à l'échelle de l'Angleterre, mais ça fait 20 ans qu'on est derrière l'Angleterre pour tout ce qui est épidémio. L'Angleterre a toujours lancé des grandes cohortes prospectives, on n'a pas la même culture en France, hein, on a du mal à faire ces grandes cohortes, c'était pas notre logique, mais l'Angleterre a toujours été devant, de toute façon, sur ces aspects-là. Mais la technologie n'est pas totalement stable aujourd'hui. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a quelques acteurs majeurs, dont la société Illumina, qui est d'ailleurs représentée dans la salle, qui de toute façon est vraiment le leader number one du séquençage à haut débit. Mais la technologie va peut-être évoluer. Donc il y a effectivement, et ça, on parlait justement du futur. Le futur aussi, c'est ce qu'on appelle de faire des fragments un peu plus longs, sans rentrer dans la technique. Il y a de la place quand même, effectivement, pour de l'évolution technologique, pour encore aller dans plus de détails et plus d'informations au niveau des patients. Et on travaille aussi à ces développements technologiques. Donc la techno n'est pas figée, mais est vraiment en cours d'évolution. Et le grand défi technologique, alors après je pense que mon voisin de Dassault en parlera beaucoup, et c'est pour ça peut-être que quand on dit 1 000 €, on se dit ah là, c'est pas cher à produire, mais c'est peut-être cher à analyser. Évidemment, l'enjeu n'est plus dans la production de la donnée. Bon, on sera 2 fois moins cher probablement dans quelques mois ou quelques années. On ira probablement encore 2 fois plus vite. Ça, c'est une prédiction facile à faire et probablement dans laquelle je ne prends pas trop de risques. Par contre, l'enjeu, évidemment, il est dans le temps et la qualité de l'analyse de la notation du génome. Et d'ailleurs, vous êtes de ceux qui disent attention à l'accès direct à des données comme les sociétés américaines type 23andMe proposent parfois. Vous envoyez un échantillon de salive aux États-Unis dans une enveloppe Kraft. On vous renvoie quelques semaines après, même pas d'ailleurs 2 semaines après, on vous renvoie, on va dire, un pseudo-séquençage, c'est jamais un génome complet, et on vous dit voilà vos susceptibilités à telle ou telle maladie, cancer, diabète et autres, et ça vous dit attention, danger. Oui, de toute façon c'est des risques populationnels qui ne sont pas effectivement, s'ils ne sont pas discutés avec un conseiller génétique, font pas tellement de sens. Donc oui, c'est effectivement ça fait pas beaucoup de sens. D'ailleurs, ils ont été récemment interdits de pratiquer la médecine. Ils font juste de la génétique, de la généalogie. La généalogie maintenant. Si vous voulez savoir si vous êtes celte d'origine, ça vaut le coup. Le reste, non. Alors, justement, sur cette analyse, Patrick Johnson, on va commencer avec vous. Vous êtes donc dans la partie, on va dire, juste post de l'analyse du séquençage pur. Et vous, avec notamment Dassault Systèmes, vous avez mis en place, enfin, vous travaillez sur ce qu'on appelle la Next.js, Next Generation Sequencing Systems. Donc entre autres, vous essayez de trouver des solutions logicielles, algorithmiques, etc., pour prendre ces incroyables quantités de données, on parlait encore de téra, péta, etc., et les traiter et en faire quelque chose que Pierre-Laurent Puy et les autres, par exemple, pourraient utiliser avec leurs malades. C'est ça ? Oui, parce qu'à la fin, ce qui va compter, c'est quand même la capacité à formuler des nouvelles hypothèses thérapeutiques, des stratégies de médicaments. Et évidemment, on parle tous de data déluge après l'ère du séquençage. Il faut bien arriver à structurer ces informations qui, la plupart du temps, sont non structurées. D'ailleurs, je voulais, comme mon voisin, faire mon petit disclaimer d'usage d'intro. On parle tous, et c'est visiblement il y a une synonymie un peu latente, médecine de précision, médecine génomique. En fait, ce qui ressort énormément de tout ce qu'on a dit, c'est que les données qui environnent le patient,
que ce soit des données de type génétique, omics, vraiment pures, mais celles qui vont être dérivées de ça, alors quand je dis dérivées, ce n'est pas le bon terme, enfin évidemment, la génomique, l'épigénétique, la méthylomique, la transcriptomique, la métabolomique, l'immuno, les données environnementales, les données de comportement, de mode de vie, en réalité, l'imagerie, les données qui viennent de la clinique, et c'est un continent à part entière, toutes vont participer en fait d'un corpus qu'il va bien falloir structurer et fournir ensuite aux gens du métier. Parce que la génétique n'est pas tout, on l'a déjà dit ce matin. C'est évidemment central, c'est évidemment le départ, mais il y a tout ce nuage informationnel, et on voit bien au fur et à mesure, on les a vus dans l'ensemble des présentations, que ces données sont candidates à être exploitées. D'ailleurs, et on relit le point, ces données-là, en fait, ne sont plus simplement produites aux endroits, je dirais, mythiques de santé, dans la clinique, dans l'hôpital ou chez le praticien. On revient sur les objets connectés. Donc il y a à la fois une extension du périmètre géographique de collecte des données et évidemment une continuité. On n'est plus uniquement dans des temps discrets de prélèvement. Donc le tsunami des données, en fait, on n'a rien vu encore. On n'a juste rien vu. Et donc, il va bien falloir commencer à se doter d'algorithmiques pour les exploiter de manière intelligente. À ce sujet, juste parce qu'on n'a pas du tout parlé de la journée, enfin, il y a la médecine dite connectée, donc les Google Watch, tous les capteurs qui nous permettent de donner nos pulsations cardiaques, nos différentes données. Alors ça, voilà, Quantify Yourself, ça aussi, il faut le prendre en considération. Alors ça, il faut le prendre en compte, sachant que, alors nous, on a évidemment un certain nombre de partenaires qui font ça, parce qu'on est aussi des fournisseurs de logiciels pour faire les objets, les devices connectés, l'Internet des objets. Mais on observe aussi qu'on a tous fait le nombre de pas, les 10 000 pas, on l'a fait pendant une semaine, on était très fiers, et puis ensuite on a laissé tomber parce qu'on ne le faisait pas. Hein. Mais on voit de plus en plus, et y compris en France, des startups qui collectent de plus en plus en fait, des données qui sont beaucoup plus biologiques que simplement externes. On a par exemple une société avec laquelle on travaille, ManiSense, qui va être utilisée par les urgentistes pour les pathologies cardiaques. Et là, c'est une goutte de sang, mais via un tout petit objet connecté que tous les urgentistes ont, et on arrive à avoir un verdict sur les pathologies cardiaques pressenties, non pas en 4 heures, mais en 15 minutes. Une toute petite piqûre, poum. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, effectivement, tous ces objets-là, on va dépasser l'Apple ou on dirait la Google Watch ou ce genre de choses qui sont assez grand public. Et de plus en plus, les dispositifs médicaux vont devenir portatifs. Et évidemment, ça va venir enrichir le tsunami de données. Alors du coup, j'en viens sur l'exploitation et l'algorithmique. Donc oui, nous, on est énormément investi dans ce côté big data, data science. On a fait un certain nombre de projets de recherche, notamment avec Pierre, par le passé, pour essayer d'inférer un certain nombre de connaissances, ou en tout cas d'hypothèses thérapeutiques. On l'a mentionné ce matin, mais je le redis parce que c'est nécessaire d'un point de vue technique. Il y a des tas de défis. Défi de la standardisation. Si on regarde juste une pipeline de médicaments aujourd'hui dans une pharma, rien que dans une pharma, je ne parle même pas de données, je dirais, Quantify Self. Et nous, on monitore l'ensemble des bases de données publiques qui sont souvent utilisées dans une pipeline pharma. On vient de dépasser les 2500 bases de données publiques. Il n'y en a pas une seule qui a les mêmes types de structuration, ou en tout cas de normes, que sa voisine. Donc la nécessité de standardisation est absolument cruciale. Et donc il y a des technologies pour ça, qui viennent du web, ce qu'on appelle des technologies de web sémantique, pour arriver à normaliser, aligner, donner de la consistance à un ensemble de corpus qui en fait sont totalement hétérogènes entre eux. Mais encore faut-il le faire ensemble, parce que si on normalise tous différemment, c'est encore plus compliqué, non? Alors on retrouve à peu près un type de structure organisationnelle qu'on a vu dans 100 000 génomes, que je salue puisqu'on fait partie des partenaires. Oui, mais il y a des technologies qui sont de plus en plus agiles, et d'ailleurs qui sont tirées par le monde de la santé. Ça aussi, c'est un point très intéressant. On peut remarquer que depuis environ 10 ans, on pourrait dire que la santé a besoin de l'informatique, mais en réalité, l'informatique tire aussi énormément... ce qu'a dit Gérard Rouquayrol tout à l'heure. Exactement, des avancées de la santé. Typiquement, il y a tout ce qui vient du web sémantique, et on pourrait dire des technologies d'inférence d'informations à partir d'informations déjà existantes, des inférences à 1 ou 2 degrés, qui sont vraiment tirées par le monde de la biologie. Donc, on met en place des solutions de collecte intelligentes, sémantiquement alignées, on met en place des solutions d'indexation. On a un moteur qui est au niveau de l'exabyte, et là évidemment il va falloir traiter ce genre de volume. Et puis après, c'est pas le tout simplement de structurer, filtrer et générer de la connaissance. Nous, on est d'intimes convaincus, alors on est des Français, donc il y a le côté cartésien qui revient,
que vous ne pouvez pas simplement faire du deep learning ou du machine learning, qui sont les buzzwords habituels en ce moment, sans forcément accompagner l'exploitation des données brutes par une connaissance métier. Ça paraît une évidence de le dire, mais quand vous nourrissez vos logiciels avec cette connaissance métier, à ce moment-là, vous avez une exploitation des données brutes qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus utile. Donc là, on parle de médical, connaissance métier. Connaissance médicale, Voilà. donc des ontologies métiers, des corpus, ou même des connaissances, des mécanismes d'action. Ce matin a été mentionné un mot qui, de notre point de vue, est absolument essentiel, qui est la biologie des systèmes. Oui. Quand on prend un dataset et qu'on veut en exploiter, en extraire une connaissance utile, on veut révéler du sens, on veut révéler des biomarqueurs, mais on veut surtout prendre en compte le contexte, qui évidemment est souvent prégnant, qui sont chargés d'informations. La biologie du système, c'est exactement ça qu'elle fournit. L'ensemble des cartographies, des voies de signalisation, des voies de régulation, et elle est en plus intégrative. C'est un mot qu'on n'a pas entendu ce matin, alors qu'en fait, il est absolument central dans toute la médecine de précision ou la médecine personnalisée. Ce sont des approches et méthodologiques et technologiques qui permettent d'intégrer des données disparates de manière consistante, de manière à non seulement extraire du sens, mais du contexte. C'est ce que vous appelez le in silico. Et donc, tout ça, on arrive dans un domaine qui est la modélisation du in silico. Alors, c'est pas moi qui appelle ça comme ça, mais Ouais, c'est bien, c'est le terme qui est consacré dans la C'est du communauté. latin, c'est bien. Mais nous, on pense que ça va être... il n'y aura pas de citoyen de deuxième zone. Il y a le in vivo, il y a le in vitro, et le in silico va être l'exploitation modeste, mais néanmoins nécessaire. Pour nous, c'est la nouvelle lunette de Galilée du domaine médical aujourd'hui, c'est l'informatique. Et donc ça vient de silicium, et c'est la partie modélisation. Mais ce langage qui est extrêmement vertueux, ce dialogue entre exploitation brute des données et puis filtre métier, et ensuite boucle de rétroaction sur l'exploitation même des données, parce que même la façon de collecter les données va être orientée et guidée par la connaissance métier. Merci beaucoup pour cette introduction sur la question de l'aval. Et justement, au-delà de la collecte des données, la question de l'interprétation, c'est aussi, et même sinon le point crucial sur lequel vous travaillez, Bernard Courtieu, donc je le répète, PDG d'Integragen, une société qui a environ une quinzaine d'années et qui justement propose un produit, une solution que vous avez mise en œuvre, notamment avec l'Institut Gustave Roussy, mais pas seulement, et qui est là pour analyser des quantités astronomiques de données et pour pouvoir en faire une première aide au diagnostic, c'est ça? C'est tout à fait ça. En fait, je voudrais revenir sur ce qu'ont dit Jean-François et Patrick, parce que je suis d'accord avec Jean-François, et quand même, je tiens à souligner, c'est que... Mais pas avec vous, non, bah non. Vous êtes concurrent direct au bout d'un moment. Je suis toujours d'accord avec Patrick. Voilà. Et là, on vous a séparés. Je suis d'accord avec Jean-François. Le point, c'est que la révolution de la génomique, le projet Génome Humain d'il y a 15 ans, on en parle toujours comme si c'était quelque chose du futur, alors que c'est déjà quelque chose d'actuel qui résout des questions cliniques au quotidien. Et c'est un changement quand même assez considérable. Et là où je suis d'accord avec Patrick, c'est que la vraie question, c'est une question d'intégration. En fait, on est Integragen, on est l'opérateur de la plateforme de séquençage pour la recherche clinique de Gustave Roussy. Et on s'est rendu compte, on a récemment annoncé qu'on avait fait plus de 1000 analyses pour des patients dans des cadres de recherche clinique. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 4 besoins qui doivent être tenus en parallèle et qui ne sont pas... chacun des 4 individuellement, c'est déjà pas évident, mais maintenir les 4 ensemble, c'est ça où est le vrai challenge pour une application clinique. La première, c'est évidemment d'avoir cette capacité à gérer des échantillons, ce qui paraît basique, mais il faut avoir un centre clinique de référence, il faut avoir du consentement, il faut avoir toute une structure. Les biobanques ? C'est forcément, pour un patient, pas nécessairement quand il y a un seul patient. Ah, la oui. biobanque, c'est une biobanque, mais ça peut être à petite échelle. Ensuite, il y a un deuxième enjeu qui est la capacité à réaliser le séquençage. Alors, j'ai récemment entendu à 2 reprises des personnes dire « Oui, mais le séquençage, il suffit d'avoir des machines, c'est simple ». Je me suis rendu compte que tous ceux qui disaient ça, il y a des gens qui ne faisaient pas de séquençage. J'ai jamais vu Jean-François dire « Non, le séquençage, c'est simple, on fait ça, hop, hop, tagadac ». Ça nécessite quand même un minimum de savoir-faire et d'expertise. La troisième chose, c'est la capacité à gérer ces données et à les fournir dans une interface logicielle suffisamment ergonome. Et il y a un clinicien qui fait partie de notre comité scientifique, qui est un Texan, qui a la particularité d'être, comme Pierre, à la fois un chercheur, mais aussi un clinicien qui voit des patients, et qui nous disait
Régulièrement, j'envoie des panels à telle société de la côte Est à Boston, ça coûte 7 000 $, et quand ça revient, j'ai un rapport de 400 pages, j'ai pas le temps de le lire, c'est totalement indigeste, et je suis pas sûr d'avoir quelque chose qui soit cliniquement utile. Et il nous a dit, moi, ce qu'il nous faudrait, c'est Clinical Genomics for Dummies, la génomique pour les nuls. Alors, en l'occurrence, lui, il est assez loin d'être nul, mais il y a cette question de dire, il faut quelque chose qui soit digestible dans un délai compatible avec la clinique. Et la question du délai, elle est absolument critique. Fournir ce genre d'analyse à l'horizon 3 mois, 6 mois, avec le délai de génomique, le délai de pré-analytique, d'analytique, le délai de traitement des données et de synthèse, quand il y a un patient dans un lit qui attend une décision d'inclusion ou non dans un essai clinique, le délai il doit être de 3 à 4 semaines max. Et dans la plateforme dont est l'opérateur à Gustave Roussy, on est en train d'atteindre ces délais, on est plutôt sur une base de 3 semaines techniques et 4 à 5 semaines entre l'échantillon qui arrive et la prise de décision. C'est cette intégration qui est absolument critique à mettre en œuvre et cette capacité à gérer le séquençage, gérer l'interface, gérer le délai, c'est l'intégration, j'allais dire, industrielle. Et puis, il y a un petit bout derrière, c'est qu'il faut quand même un clinicien derrière qui puisse interpréter, qui soit disponible. Il sert encore à quelque chose. Qui ait du temps. Oui. Non, mais tout à l'heure, on était au 2e rang. Que faisait Pierre pendant le break? Il était en train de travailler sur des données parce que c'est un facteur limitant considérable. Des gens qui ont la capacité, la connaissance et l'accès à ces données, il y en a extrêmement peu. Et à ce jour, le facteur limitant, c'est l'expertise d'interprétation biologique. Et être capable d'intégrer ces 4 dimensions, c'est là où est le challenge. Mais la bonne nouvelle, c'est que, et on l'a démontré avec la plateforme de recherche clinique de Gustave Roussy, c'est que ce n'est pas un challenge technique, on est capable de le faire. Le challenge, c'est l'intégration et d'avoir les moyens de le faire. À ce jour, on ne le fait que dans le cadre d'essais cliniques et on trouve des financements dans le cadre de recherche clinique, mais ce n'est pas un processus pérenne, c'est un processus qui ne s'applique pas à un patient malade. C'est être en mesure d'être inclus dans un essai clinique très spécifique. Donc la structure hospitalière et le système de coûts français, à ce jour, ne permet pas de le mettre en pratique, alors qu'industriellement, on est capable de le faire et on dispose des compétences. Je crois qu'il n'y a pas lieu d'être jaloux des capacités d'autres pays, même s'il y a de très très belles initiatives comme celle du UK, mais la question, c'est de dire quel est le modèle de santé. Il y a cette notion d'égal accès aux soins en France qui fait la beauté de notre système. Maintenant, on est capable de le fournir et il faut qu'on soit capable de le mettre à disposition des patients. Est-ce que on voit les investissements qui ont été consentis, encore une fois, par exemple en Angleterre, est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu? Concrètement, vous, pour votre projet, je crois que vous avez reçu environ 2 millions d'euros pour la partie pilote. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir suffisamment de soutien financier? Disons que, alors on ne va jamais cracher sur l'argent qu'on reçoit et recevoir 2,5 millions d'euros pour financer un développement d'outils logiciels, on est ravis de les recevoir. En revanche, certaines sociétés, je pense à Flatiron, qui a été financé par un petit fonds de venture qui s'appelle Google Ventures, qui a reçu 100 millions de dollars pour faire un truc qui, à notre connaissance, est effectivement pas mal, mais à ce prix-là, un peu décevant. Oui, on a le sentiment qu'à certains moments, on n'a pas de pétrole, on a des idées, on a intérêt à avoir un sacré paquet d'idées parce qu'on est quand même un peu sous-financé. En revanche, quand on voit, et je pense que l'ensemble des personnes qui ont parlé aujourd'hui en France, il n'y a vraiment pas à rougir, que ce soit des secteurs publics, du secteur privé, et les cliniciens et les structures qui sont capables de le faire. On a besoin, et ce qu'a présenté Yves Lévy ce matin, je pense, est exactement au bon moment ce dont on a besoin, c'est de pouvoir mettre en place ce qu'on peut faire dans un cadre pilote avec des centres experts, de pouvoir le mettre à disposition des patients parce qu'on en est capable. Maintenant, il faut que ça s'intègre dans le système de soins. Alors, Pierre-Laurent Pouilly, on vient donc à vous, le clinicien praticien à la fois chercheur et clinicien donc auprès des malades. Et vous avez travaillé, je crois d'ailleurs, avec tout le monde ici. Hein. Travailler avec tout le monde, je confirme, avec plaisir. Ça veut dire qu'on s'entend bien avec vous, c'est déjà une bonne nouvelle, bon, ça c'est bien. Et donc vous avez pu voir différents types de systèmes, de solutions, pilotes, ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce qui est aujourd'hui votre analyse, vous qui êtes au bout du processus? Est-ce que déjà vous avez les moyens d'utiliser facilement des données issues de ces génomes?
Alors, à l'hôpital européen Georges Pompidou, on a essayé de voir quelles étaient les modifications de la prise en charge des patients qu'induisait en fait cette révolution technologique et d'essayer d'anticiper les goulots d'étranglement induits par cette technologie. Donc, on s'est mis dans une condition, on va dire, de réalité, c'est-à-dire qu'on a demandé, on voulait faire quelques exomes, puisqu'on n'avait pas les moyens pour l'instant de faire des whole génomes, puisque c'est un projet qui remonte maintenant à 2 ans. Et donc on a essayé de construire un projet qui consistait à voir est-ce qu'on pouvait le faire, dans quelles conditions on pouvait le faire, quelles étaient les modifications induites par ces examens, quelles étaient les conséquences vis-à-vis du patient, quel était le ressenti du patient. Et on a un travail, je vois Christian et Hervé qui se gratte le menton et qui parlera tout à l'heure. Et qui a des choses à dire. Qui a des choses à dire. Et donc on travaille en étroite relation avec le laboratoire d'éthique médicale de Paris-Descartes, justement pour anticiper les problèmes posés par ces examens. Et puis ensuite, effectivement, c'est réaliser ces exomes dans un temps compatible avec la clinique. Donc pour l'instant, on est aux alentours, je confirme ce qu'a dit Bernard, 21 jours, 22 jours. C'est bien ? Ça reste compatible avec une activité clinique. Alors ça serait mieux, plus court, c'est toujours mieux quand c'est... Voilà, plus c'est court, mieux c'est. Plus c'est bon. Très bien. Et donc... mais ça reste tout à fait pour l'instant compatible. Et effectivement, le dernier point, c'est le rendu d'un compte-rendu qui soit intelligible non seulement par des collègues hyper spécialistes, mais aussi par tous les intervenants dans le parcours de soins d'un patient atteint de cancer. Et là, ce n'est pas le cas, peut-être. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a identifié comme point ? On a commencé par identifier que finalement le tissu était un point limitant et il a fallu mettre à niveau notre système de biopsie, de recueil de tissu pour qu'on puisse avoir un taux d'échec qui soit en deçà de 5%. Donc on a mis en place une structure hospitalière spécifique qui va nous permettre de recueillir en fait des tissus dans de bonnes conditions avec un confort. On parle de tumeur là, on parle. Hein, on parle de tumeur. Moi, je m'occupe uniquement de cancer. Voilà. Donc moi, je m'occupe accéder aux tumeurs et faire des biopsies utiles, efficaces. Utiles et efficaces. Donc ça veut dire une modification de ce qui existait, de l'existant. Je n'ai pas de commentaire à faire spécifiquement sur la technique, ça marche, on obtient des résultats qui sont d'une qualité, je veux dire, compatible avec ce qui était fait sur les plateformes de l'INCa. Ce qui est fait sur les plateformes de l'INCa, on a des contrôles de qualité qui ont été mis en place, qui sont tout à fait satisfaisants. Ensuite, on travaille avec Integragen sur le développement d'un logiciel d'interprétation, d'une interface. Donc on essaye de travailler ensemble, on exprime nos besoins pour que l'interface soit la plus ergonomique possible et nous fasse gagner du temps dans finalement ce qu'est l'interprétation. Et alors là, je dois dire, c'était un problème qu'on n'avait absolument pas anticipé, enfin que je n'avais pas anticipé, probablement dû à une méconnaissance totale du sujet, c'est l'interprétation de ces données qui ne sont pour l'instant que des données d'exome. Et qui sont extrêmement difficiles pour en faire un compte-rendu, encore une fois, qui soit intelligible par l'ensemble des médecins qui vont prendre en charge le patient. Donc on ne parle que 2% au maximum du génome, mais déjà, c'est un problème d'interprétation. Ah oui, c'est clairement un problème d'interprétation parce que les outils d'interprétation on va dire, des bases de données existantes sont extrêmement longues à faire, avec des données qui sont hétérogènes, d'une qualité qui n'est pas contrôlée. Et donc, ça nous pose des problèmes qui ne sont... À mon avis, c'est vraiment là où on va... Alors, j'ai été très séduit ce matin par le Watson. Oui. Si ça marche, c'est génial. Je suis désolé de dire ça, non, mais... vous êtes vous, ça va, vous êtes partenaire. Bon, Integragen, bah si, quand même. Partenaire aussi. Donc en fait, Watson, en tout cas, c'est l'optique, c'est-à-dire réussir à avoir quelque chose d'aussi accessible, rapidement, lisible, y compris par vos collègues, parce que vous êtes hypersensible à la question. Mais il faudrait que tous les cliniciens soient capables de lire ces données. C'est ça, en fait, le problème. Je pense qu'on a besoin de nouveaux métiers dans l'interprétation de ces examens, de ces big data, que ce sont des métiers qui ne nécessitent pas forcément une qualification médicale. On a besoin probablement de développer des métiers autour de l'interprétation biologique,
qui, à mon avis, ne nécessite pas forcément une expertise médicale telle qu'on l'entend à l'heure actuelle, avec des domaines très spécialisés.